Tu l'as dit, les investisseurs ont plutôt joué l'IA de façon tactique, mais ils voulaient se positionner de façon plus large, plus diversifiée, ce qui est quelque chose qu'on prône souvent sur la chaîne. Pour 2025, quelqu'un qui voudrait se positionner justement de façon diversifiée, il faudrait qu'il mette quoi dans son portefeuille ? Sur l'intelligence artificielle, c'est compliqué d'être diversifié. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, c'est souvent NVIDIA. On a l'impression que NVIDIA, c'est le meilleur proxy de la thématique d'investissement de l'intelligence artificielle. C'est quoi un proxy ? Un proxy, c'est quelque chose qui permet de mettre en œuvre assez facilement une idée dans un portefeuille. Donc, par exemple, si on a une idée comme par exemple l'intelligence artificielle, on va jouer NVIDIA. C'est facile, c'est un titre, et finalement, NVIDIA va réagir de manière très naturelle, à la hausse comme à la baisse, aux bonnes et aux mauvaises nouvelles liées à la thématique. Donc des proxys, on en a plein. On en a sur la décarbonation, on en a sur le vieillissement démographique, on en a sur toutes les idées, sur toutes les thématiques de marché. Si on veut jouer la thématique, honnêtement, la thématique de l'intelligence artificielle, moi je trouve que ce qu'ont fait les investisseurs historiquement en se positionnant sur les valeurs de la tech, en particulier les valeurs de la tech américaines, on verra demain si les valeurs de la tech chinoise ont leur place ou non dans ce jeu-là. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les valeurs de la tech américaines sont celles qui sont en avance de phase par rapport au reste du monde sur cette thématique. Évidemment, moi, de mon point de vue, c'est bien les valeurs de la tech au sens l'indice Nasdaq qu'il faut privilégier dans un portefeuille par rapport à des approches qui sont peut-être plus ciblées, mais qui sont aussi peut-être plus risquées. Après, je le disais tout à l'heure, il y a des nouveaux produits qui arrivent, qui émergent, qui sont plus concentrés en termes d'exposition sur les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, sur les acteurs qui sont les plus susceptibles de profiter du déploiement de l'intelligence artificielle. Donc là, il faut faire confiance à l'imagination des gérants et des sociétés de gestion pour proposer des nouveaux produits. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. On a parlé de l'IA, il y a un autre actif qui a fait beaucoup parler ces dernières années, mais plus particulièrement en 2024, c'est le Bitcoin. C'est quoi sa place dans un portefeuille pour un investisseur en 2025 ? Alors là, on a passé une bonne partie de l'année 2024 à y réfléchir chez BlackRock. Tu m'étonnes. Pourquoi ? Parce que déjà, BlackRock a lancé fin 2023 aux États-Unis, pas en Europe, c'est réservé aux investisseurs américains, un ETF Bitcoin. Et cet ETF a eu immédiatement un succès phénoménal. C'est pas le plus gros démarrage de l'histoire en termes de collecte d'un Exactement. ETF ? Et ça nous a même surpris. Et cet ETF, évidemment, son lancement a été assorti d'un travail de recherche pour savoir quelle devait être la place des bitcoins dans un portefeuille diversifié. Alors, quand on regarde ce que c'est qu'un bitcoin, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a certains qui qualifient ça de crypto-devise. Nous, on a qualifié ça d'entrée de crypto-actif. Une devise, c'est quelque chose dont on peut se servir un peu tous les jours pour acheter ce dont on a besoin. Aujourd'hui, le bitcoin, ça peut être ça, mais dans l'esprit de pas mal d'investisseurs, c'est pas ça. D'accord ? Le bitcoin, c'est d'abord et avant tout un actif. C'est quelque chose qu'on met dans son portefeuille, soit pour gagner de l'argent, d'accord ? Donc, c'est avec une logique de rendement, de performance, soit pour diversifier son risque. Et ce qui est bien avec le Bitcoin, c'est que quand on l'analyse avec ces lunettes-là, on se rend compte que la perspective de performance, elle est liée à ce qu'on appelle le rythme d'adoption. Le Bitcoin, c'est un crypto-actif parmi d'autres. Ce qu'on observe, c'est que les nouvelles générations, elles sont finalement très intéressées par ces crypto-actifs. Elles sont finalement naturellement plus ouvertes à ces actifs. Elles sont natives d'une certaine manière crypto. Et pour elles, c'est naturel d'avoir des cryptos dans un portefeuille. Premier point. Deuxième point, le Bitcoin, comme les autres crypto-actifs, c'est quelque chose qui est rare. Qui est rare par construction. Le Bitcoin a été créé pour avoir un rythme d'émission qui tendait vers zéro. Donc, il y a eu beaucoup de Bitcoin émis au départ, il y en a de moins en moins, et il y en aura bientôt plus du tout. Les fameux 21 millions. Exactement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur un actif rare. Et dans la finance, on connaît tous le dicton, ce qui est rare est cher. Et donc évidemment, s'il y a un rythme d'adoption qu'on arrive à identifier sur un actif qui est rare, finalement, on est un peu comme dans la problématique des matières premières précieuses, on est sur un actif
dont la valorisation va être naturellement supportée par ce rythme d'adoption. Et le troisième intérêt du Bitcoin, c'est le fait que, justement, parce que c'est un nouvel actif, sa perspective de performance est assez indépendante de ce qui se passe et de ce qui impacte les actifs traditionnels. La croissance, l'inflation, le cycle monétaire, bon, ça a un impact sur le Bitcoin, mais ce n'est pas ça qui explique pourquoi il est passé de $100 à $100 000. Et donc, naturellement, cet actif-là va apporter de la diversification dans les portefeuilles. Alors après, chez BlackRock, on adore regarder les risques. Et ce qu'on doit dire, c'est que le Bitcoin est un actif risqué. C'est un actif qui, d'ailleurs, historiquement, a pu perdre 50% en quelques semaines. Donc, quand on en met dans un portefeuille, il faut être conscient de ce risque. Et nous, chez BlackRock, on considère qu'il faut l'approcher en budget de risque. En budget de risque, ça veut dire que sur un portefeuille donné, mettons un 50-50 actions-obligations, qu'est-ce qui est raisonnable en termes d'exposition au Bitcoin? Et là, nos équipes ont conclu en disant 1 à 2%. Finalement, à peu près l'équivalent de ce qu'on mettrait sur l'or, par exemple. À peu près l'équivalent de ce qu'on met en moyenne sur l'un des 7 magnifiques dans un portefeuille traditionnel. Et finalement, il faut mettre à peu près le même budget de risque sur le Bitcoin. Et ça donne 1 à 2%. Et quid des autres actifs numériques, type Ethereum, Solana Alors là-dessus, on n'a pas déployé l'étude parce que ces actifs-là, ils sont quand même, premièrement, moins profonds en termes de profondeur de marché. Ils ne sont pas tous aussi faciles à traiter. Maintenant, il y a des ETF sur le Bitcoin. Il va y avoir des ETF, évidemment, sur les autres actifs, mais plutôt sur des paniers de crypto-actifs que sur des actifs individuels. Tu peux expliquer la profondeur de marché, pourquoi c'est important? La profondeur de marché, c'est que, comme je le disais, la valorisation future du Bitcoin dépend de son rythme d'adoption. Et donc, la question, c'est finalement quels sont les volumes attendus de transactions sur le Bitcoin par rapport aux autres crypto-actifs. Sachant qu'il y a quelque chose qui existe en finance, une règle qui s'appelle « the winner takes it all ». C'est-à-dire c'est celui qui va s'imposer comme étant le plus naturel, qui va rafler 80 ou 90% des volumes. Donc évidemment, c'est bien d'avoir un panier de crypto-actifs. À la limite, c'est bien du point de vue de la diversification. Mais c'est finalement pas forcément quelque chose qui va avoir beaucoup d'intérêt parce que si le Bitcoin s'impose vraiment comme le crypto-actif de référence, en fait, il y a des chances que les autres, à un moment donné, soient un peu remisés de côté et en tout cas puissent pas bénéficier de la même dynamique.